Comme Aurélie le disait, hein, je vais vous présenter l'IA appliquée aux entreprises et donc une présentation de quelques cas d'usage. Alors, le plan que je vais suivre aujourd'hui est le suivant. Comment on en est arrivé au niveau d'intelligence artificielle que nous connaissons aujourd'hui et quelles sont les raisons du succès actuel d'une partie de l'intelligence artificielle, hein, qu'on appelle plus couramment le deep learning ou apprentissage profond en français. Ensuite, je vais développer des concepts clés sans rentrer trop dans les détails et puis quelques cas en entreprise, cas concrets. Alors, certains qu'on a appliqués, d'autres qui sont un peu plus généraux. Et enfin, une partie sur quelles sont les étapes essentielles pour un projet autour de l'intelligence artificielle. Voilà. Alors, un historique sans rentrer trop dans les détails, hein, on peut voir que l'intelligence artificielle a eu des hauts et des bas. Vous allez voir qu'il y a des âges d'or, un premier hiver pour dire qu'on n'en parlait plus, ensuite un autre âge d'or, ensuite un autre hiver. On va retenir quelques dates. En 97, Deep Blue, c'est un ordinateur qui a été fait par IBM et qui a réussi à battre Kasparov, qui était le meilleur joueur à l'époque. Bon, là, ça a fait parler dans la presse. Et enfin, un ordinateur est arrivé à battre un humain à un jeu, voilà, un jeu d'échecs. Ensuite, il y a quelqu'un qui a travaillé, qui s'appelle Yann Lequin. Yann Lequin, c'est le directeur de l'intelligence artificielle chez Facebook. En 98, il a proposé des réseaux convolutionnels qui ont permis, maintenant qu'on utilise vraiment tout le temps, mais il a commencé en 98. C'est simplement pour dire que entre le moment où il y a quelque chose qui est développé quand c'est vraiment novateur et le moment où c'est utilisé, il se passe du temps. Dans les années 2010, on a revu tout ça à la mode. Pourquoi? Parce que il y a, et je vais vous expliquer juste après, des raisons qui ont fait qu'on pouvait le mettre en pratique. Avant, on ne pouvait pas le faire en pratique vraiment. Et il y a donc ce qu'on appelle l'apprentissage profond, hein, des réseaux de neurones avec de nombreuses couches qui sont apparues. Après, c'est devenu de plus en plus à la mode. Une dernière date que je trouvais intéressante. Alors, voilà, une question que je pose à beaucoup de personnes, et je ne connais pas l'assemblée qui est autour de la salle, mais si je vous pose la question, et je n'attends pas la réponse, hein, mais vous allez répondre dans vos têtes, combien il y a d'atomes dans l'univers? C'est difficile de répondre à cette question si on n'est pas physicien. Je ne suis pas physicien, mais on estime qu'il y a environ 10 puissance 80 atomes dans l'univers. Si on prend le jeu de Go, c'est un jeu chinois qui date d'il y a 3000 ans. Il y a un plateau de 19 par 19. Si on essaie de regarder le nombre de configurations possibles qu'il y a, eh bien, le calcul est simple, hein, c'est 3, parce qu'il y aura un point noir, un pion blanc ou rien. Donc, c'est 3 possibilités. Sur un damier qui fait 19 par 19 et de tête, je ne sais plus, ça fait 10 puissance 172. Donc, un jeu qui a été créé il y a très longtemps a beaucoup plus de configurations possibles qu'il n'y a d'atomes dans l'univers. Voilà. C'est simplement pour vous dire que c'est un jeu qui, certes, voilà, n'importe quel humain peut y jouer, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu, grâce à de l'IA, battre les meilleurs joueurs au Go. Et ça fait parler dans la presse de tout ça. Alors, une petite introduction, hein, on parle de deep learning. Alors, j'ai quelques transparents en anglais, il y a celui-ci, mais il n'y a pas grand-chose de difficile à lire. Donc, l'intelligence artificielle, c'est ce qu'on va résumer sur tout ce qui permet de permettre à un ordinateur de faire quelque chose qui ressemble à un humain. Donc, par exemple, je parlais du jeu de Go tout à l'heure. Le jeu de Go, non, le jeu d'échecs, pardon. Dans les années 97, c'est un programme qui va essayer de voir tous les coups possibles et on va vraiment le programmer. Au final, on a quelque chose qui a été programmé par un humain, mais qui joue comme un humain, et donc on appelle ça l'intelligence artificielle. Donc, c'est vraiment l'ensemble des programmes qui vont faire quelque chose qui ressemble à un humain. Dans l'intelligence artificielle, il y a le machine learning, on peut dire ça aussi apprentissage machine, qui, lui, va apprendre à faire quelque chose à partir de données, et il n'y aura pas besoin de le programmer explicitement. Donc là, tout à l'heure, je parlais du jeu d'échecs. Le jeu d'échecs, il va falloir le programmer, lui dire, voilà, il y a ce coup-là qui est possible, ensuite celui-là, 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 et ce coup-là est mieux parce que la dame vaut tant de points et elle va attaquer. Voilà. Donc il va falloir tout le programmer. Dans le machine learning, on ne va pas le programmer, il va analyser les données et il va en déduire ce qu'il doit faire uniquement avec un grand nombre d'exemples. Et ensuite, dans le machine learning,
il y a une partie qui s'appelle le deep learning, et c'est ça qui fait pas mal parler aujourd'hui, hein, voilà, on va extraire de l'information en utilisant des réseaux de neurones et des réseaux de neurones profonds. Voilà. C'est pour ça qu'on appelle ça le deep learning. Alors, encore des tout petits détails, et là j'ai encore un transport en anglais, mais je pense que j'en ai plus beaucoup après. C'est intéressant de savoir comment va fonctionner le machine learning. Donc, souvent, on va avoir des données labellisées, et je vais reparler des données aussi, et comme l'a dit Aurélie, hein, voilà, gérer les données, c'est une étape qui est essentielle, on va revenir là-dessus. Donc, on a des données qui sont labellisées, elles vont être entraîner un algorithme de machine learning avec ces données, et donc là, c'est la partie entraînement. Et une fois que notre modèle est entraîné, eh bien, on lui propose d'autres données. Le modèle qui a été entraîné va pouvoir nous faire une prédiction. C'est vraiment ça le principe de fonctionnement d'un réseau voilà, d'un algorithme de machine learning et aussi d'un réseau de neurones. Et donc, hein, j'insiste sur le fait que le deep learning, c'est un sous-ensemble du machine learning uniquement parce qu'il est basé sur un réseau de neurones, mais il y a de nombreux autres algorithmes de machine learning. Ce n'est pas ceux les plus connus. Voilà, les plus connus pour l'instant, hein, c'est vraiment ceux basés sur les réseaux de neurones. Mais après, on pourrait débattre de cela également. Alors, je voulais parler aussi un tout petit peu du succès. Et voilà, pourquoi on en est arrivé là maintenant dans le succès du deep learning et pourquoi on en est arrivé là, c'est parce que ça tient à trois éléments importants. La puissance de calcul. Maintenant, on a de la puissance de calcul et je vais en reparler un tout petit peu, hein. Donc là, il y a beaucoup d'algorithmes qui vont être exécutés sur ce qu'on appelle des GPU. C'est des cartes graphiques qui étaient à la base destinées aux joueurs. Si vous avez des enfants, ils passent du temps à jouer, hein, c'est mon cas. Et après, eh bien, cette puissance de calcul, maintenant, on arrive à la mettre dans un téléphone. Si vous parlez à votre téléphone, OK Google ou dis Siri, eh bien, il va comprendre ce que vous faites. Et en parlant, je vois qu'il y a le mien qui s'allume, donc je l'éteins. Et dès lors que vous parlez à votre téléphone, il y a une partie de l'intelligence artificielle qui est capable de fonctionner sur votre téléphone et de répondre à votre question. Donc, le premier point, puissance de calcul que l'on a maintenant, alors que, voilà, il y a 30 ans en arrière, on n'avait pas cette puissance de calcul. Maintenant, l'autre point essentiel, c'est qu'on a une masse de données qui est vraiment importante. Les données, elles sont partout, sur votre téléphone, sur Internet. La banque a beaucoup de données sur vous, à tort ou à raison, hein, mais des données, il y en a partout. Et certains ont compris que c'était important d'avoir les données. Les GAFAM, pour ne pas les citer, voilà, ont compris ça depuis longtemps. Et quand on est dans une entreprise, une question qu'il va falloir se poser, c'est est-ce que j'ai les données qui vont me permettre de déployer un algorithme d'intelligence artificielle. Si on veut le déployer et puis qu'on n'a pas de données, bon, on verra que dans certains cas, si un algorithme a été entraîné avec d'autres données sur Internet, par exemple, ça peut fonctionner, mais ça se discute. Et le dernier point qui est vraiment essentiel, c'est que depuis, on va dire, un peu plus de 10 ans, il y a beaucoup d'entreprises, beaucoup d'universités, beaucoup de chercheurs qui ont mis beaucoup d'énergie pour améliorer les algorithmes d'intelligence artificielle et de deep learning afin de résoudre des problèmes nouveaux. Il y a une grande communauté de chercheurs en informatique, en maths, tout ce qui est dans les sciences cognitives. Et vu qu'il y a beaucoup d'énergie humaine qui a été déployée là-dessus, forcément, il y a des avancées qui ont été obtenues. Donc, les trois éléments, hein, je répète, la puissance de calcul, masse de données importante et le développement de nouveaux algorithmes. Alors, sans rentrer dans les détails, hein, je parlais d'architecture matérielle. Architecture matérielle, en fait, il y a beaucoup d'algorithmes qui vont maintenant tourner dans des data centers. Donc là, j'ai pris une photo d'un data center, je ne sais pas trop où, mais il y en a partout. Voilà, il y a, chez OVH, ils ont beaucoup de data centers. Les GAFA, forcément, en ont beaucoup, mais en France, il y a beaucoup de data centers partout, hein. À l'université, il y a des data centers et dans beaucoup d'entreprises, il y a des data centers. Il y a dans les data centers, si on va aller vite, ce que j'ai parlé tout à l'heure, des GPU, hein, et maintenant, il y en a aussi pas mal sur les smartphones, et il y a des GPU qui sont embarqués. Donc là, c'est une petite photo d'un GPU qui peut être déployé dans par exemple, dans une voiture, hein. Les véhicules autonomes auront ce genre d'architecture. Concernant les données, hein, je reviens aussi sur ce point-là, c'est important de disposer d'un grand volume de données. Souvent, il va falloir que les données soient labellisées. On va revenir aussi là-dessus sur l'apprentissage supervisé. Donc, si on veut, par exemple, distinguer un chat d'un chien,
vous allez lui présenter de nombreuses photos de chats et de chiens, mais si vous voulez qu'à la fin, il vous dise ça, c'est un chat et ça, c'est un chien, ce sera mieux de lui montrer ce que c'est. Si, enfin, on va revenir un tout petit peu là-dessus, souvent, il va falloir superviser, avoir un apprentissage de données supervisé dans lequel on a manuellement ou de manière automatique dit ce que l'on cherche, c'est ça ou non. Et donc, le dernier point, hein, l'importance de la qualité des données, souvent, on va se rendre compte que c'est quelque chose d'essentiel. Alors, concept clé d'un réseau de neurones, et je vais vraiment pas rentrer dans les détails. Le but, hein, et ça a été créé dans les années 50, c'est de faire comme ça fonctionne dans notre cerveau. Mais comment ça fonctionne dans notre cerveau? Moi, je ne peux pas vous le dire. Les spécialistes comprennent mieux que moi, mais je ne suis pas sûr qu'on comprenne encore tout. Donc, bien sûr, il y a de l'information qui est transmise des synapses vers le noyau, ils sont reliés entre eux, bref. Donc, on essaie de faire la même chose, et au niveau mathématique, qu'est-ce qu'on fait? On a des éléments qui sont ici des valeurs. On va avoir un poids, ça va être, on va multiplier ça par un certain poids et on va faire une somme. Voilà. Et après, on a une fonction qui sera pas forcément linéaire. Une fonction linéaire, ce serait une droite. Là, on aurait quelque chose qui va être, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, on a une fonction qui est non linéaire et c'est ça qui nous permet de faire cet ensemble-là un neurone et après un réseau de neurones. Et ben, on suppose que cette partie-là, c'est un neurone. On va la retrouver ici, ici, dans tous les systèmes, dans tous les cercles que l'on voit ici. Et il y a différentes couches. Hein. Donc là, il y a une première couche, une deuxième couche. C'est un schéma dans lequel il n'y en a pas beaucoup. Le nombre de couches, il peut être très grand. Il y a des réseaux qui ont 100 couches, 1000 couches. Et c'est pour ça qu'on parle de deep learning. Et après, il y a une sortie qui va nous dire, ben, ça, c'est un chat, un chien, c'est la probabilité que demain il fasse beau ou qu'il fasse pas beau, ou c'est la prédiction sur, je sais pas quoi, le cours de la bourse, même si c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à prédire. Voilà. Et une fois qu'on a donc un neurone, un réseau de neurones, c'est bien beau, mais il va falloir l'entraîner. Je ne vais pas présenter tous les algorithmes qui permettent de faire ça. En fait, ce que l'on va voir, c'est qu'au début, quand on va rentrer dans notre réseau de neurones, il va faire une prédiction qui ne sera pas bonne. Donc, il y aura une certaine erreur. C'est ce qu'on appelle la loss en anglais. Et cette erreur, elle va dépendre du problème. Donc, le même réseau, on va pouvoir l'entraîner sur, par exemple, reconnaître des hommes ou des femmes, ou reconnaître des chats, des chiens, ou tous les animaux de la Terre, ou, enfin, voilà. Donc, avec un même réseau, en fonction des données qu'on va lui donner, qu'on va lui présenter, il va pouvoir faire une prédiction. Mais au début, l'erreur qu'il va faire va être grande. Donc, cette erreur, en fait, lors de l'apprentissage, on va la propager dans le réseau pour changer les valeurs des poids, parce que tous les poids, c'est ça qui va faire que le poids va nous donner à un instant donné, ça va être un homme ou une femme, ou un chien ou un chat. Donc en fait, on va faire de nombreuses itérations comme cela, on présente des données, on obtient une certaine erreur et on va corriger les poids en fonction de l'erreur. Techniquement, on appelle ça la rétropropagation d'un algorithme qui s'appelle le gradient. On ne va pas rentrer dans les détails, c'est simplement pour vous indiquer, hein, et je reviens sur ce transparent, on a un réseau, et en fonction des valeurs d'entrée, eh bien, il va faire une sortie, et si on change les données du problème, eh bien, on va pouvoir apprendre à faire quelque chose d'autre. Alors, ça permet aussi de revenir sur le fait qu'il y a plein de personnes qui travaillent sur ce qu'on appelle une intelligence artificielle. Alors, le terme il est galvaudé, hein, c'est pas intelligent. En fait, on utilise ce terme-là, mais ça n'a rien du tout d'intelligent. C'est simplement, statistiquement, voilà, on observe on arrive à approximer un problème et ça nous donne une solution. Donc, certains vont dire c'est intelligent, mais voilà, au sens de l'intelligence d'un humain, il n'y a rien d'intelligent. Voilà. Alors, pour venir sur le panel d'applications que l'on peut traiter, eh bien, le panel d'applications est assez large. Hein. On peut travailler sur l'image avec de la classification, débruiter une image, faire de la segmentation. Je vais vous montrer ça, donc je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Ensuite, utiliser des algorithmes pour la parole, pour traduire, pour traduire un texte, pour passer du son au texte ou du texte au son. On peut traiter des séries temporelles pour classifier une série temporelle, pour faire une prédiction d'une série temporelle, pour détecter des fraudes ou des anomalies,
pour, par exemple, faire de la conduite autonome pour un véhicule, un drone, pour faire des diagnostics médicaux, industriels, savoir si un système critique va s'arrêter ou non, pour la banque aussi, prédire est-ce qu'un client est un bon client, bon, voilà, hein, est-ce que c'est pas bien ou pas bien, ça c'est un autre problème. Pour apprendre à faire quelque chose, pour planifier quelque chose hein, dans un jeu, mais aussi dans un processus, ou par exemple pour faire de la reconnaissance de certaines situations en vidéo, en son, voilà. Donc le nombre d'applications est. Mais là, je fais un descriptif hein, qui n'est pas exhaustif du tout. Alors, j'en ai sur quelque chose dont j'ai parlé un tout petit peu avant, hein, une grande distinction qui est importante de faire entre l'apprentissage supervisé et non supervisé. L'apprentissage supervisé, ça veut dire que vous avez des données pour lesquelles vous connaissez le label, elles sont labellisées. Souvent, c'est plus simple d'utiliser, de concevoir un algorithme d'intelligence artificielle qui va fonctionner avec des données labellisées. Pourquoi? Parce qu'on lui dit ça, c'est ce qu'on cherche, et c'est comme ça, ou ça, c'est une autre classe, l'algorithme aussi. L'apprentissage non supervisé, c'est aussi intéressant, hein, il y a beaucoup de personnes qui travaillent là-dessus, mais le souci, c'est que on lui présente par exemple des photos de chiens et de chats, on ne lui dit pas ce que c'est, et c'est à lui de se rendre compte qu'il y a une différence. Mais peut-être qu'il va se rendre compte que il y a des chats qui ressemblent à un chien parce qu'ils ont des oreilles, ils ont une queue, et ainsi de suite. Donc, souvent, c'est des problèmes qui sont bien plus difficiles et dans certains cas, ça fonctionne, mais pas tout le temps. Et après, dans la classe de problèmes que l'on va vouloir traiter, soit on va vouloir classifier et dire ça c'est un chat, ça c'est un chien, soit on va vouloir prédire une certaine valeur. Donc, prédire, voilà, demain, est-ce que la température sera de 15 degrés, 18 degrés ou 25 degrés? Là, c'est vraiment une valeur que l'on cherche à prédire. Et finalement, il y a une dernière classe hein, qui est l'apprentissage par renforcement. Je ne vais pas trop en parler. En gros, c'est on donne un bonus ou un malus à l'algorithme. On ne lui dit pas ce qu'il faut faire, mais quand tu fais quelque chose de bien, on lui donne un bonus. Quand tu fais quelque chose de pas bien, on lui donne un malus. Et c'est lui-même qui va être obligé en fonction des bonus et des malus, de déterminer si c'est bien ou si c'est pas bien. C'est des algorithmes qui sont intéressants, mais qui prennent plus de temps à entraîner. Bon, voilà, ils sont un peu plus durs à comprendre au début. Alors là, je vais rentrer dans le vif du sujet avec des exemples, et je vais commencer par un exemple qui est parlant, et c'est un collègue dans l'équipe qui travaille là-dessus. C'est un problème qui est venu des pompiers du Doubs. Eux nous ont dit, voilà, nous, on a le nombre d'interventions par heure dans le Doubs, hein, donc les pompiers, ils sont appelés un nombre de fois important, et quand ils jugent que c'est nécessaire d'envoyer une équipe, ils envoient une équipe, ils ont toutes les données depuis un grand nombre d'années, et ce qu'ils voulaient faire, c'était utiliser l'historique des données, rajouter des données externes, comme par exemple la météo, comme la date, forcément, est-ce que c'est un jour scolaire ou un week-end ou un jour de vacances, parce que les gens vont faire des choses différentes. Est-ce que c'est un jour dans lequel il y a une épidémie, sans parler du Covid, de grippe ou pas de grippe, une épidémie de gastro, et ainsi de suite. Donc, ce que le collègue a fait, et il y a pas mal de personnes qui ont travaillé là-dessus, c'est essayer d'apprendre à faire les prévisions sur le nombre d'interventions. Donc là, les données réelles sont en orange, et puis ces deux algorithmes qui font des prédictions. Donc on voit qu'il arrive à apprendre au cours du temps. Il y a une doctorante qui finit bientôt sa thèse avec donc le SDIS-25, hein, c'est les pompiers, et ça a donné lieu à quelque chose qui est déployé aussi dans d'autres SDIS, et une collaboration avec une entreprise qui est plutôt dans le nord de la France, qui essaye euh, de faire un programme qui soit plus simple à utiliser et plutôt travailler sur les interfaces pour que ce soit utilisable par les pompiers. Mais si vous allez dans le SDIS du Doubs à Besançon, hein, on les a rencontrés, l'outil qu'a développé le collègue est déployé. Il s'appelle Predictops. Il y a eu un peu de pub autour de ça. Donc là, c'est un exemple sur des séries temporelles, et le but, hein, c'est de prédire à l'avance quel va être le nombre d'interventions. Bien sûr, il y a des erreurs, mais voilà. Si on fait une prédiction à une heure, il y a peu d'erreurs. Si on fait une prédiction à un jour, le nombre d'erreurs peut être plus grand. Alors là, c'est un autre projet sur lequel on a travaillé
qui concerne les avions. Alors, je vais en parler un tout petit peu, hein. Les avions, vous avez tous pris l'avion, on prend un avion et l'avion, il va se repérer et dire où est-ce qu'il se trouve avec un protocole qui s'appelle ADSB. C'est un protocole qui malheureusement n'est pas crypté, donc ça veut dire que vous allez à l'aéroport de Bâle-Mulhouse, vous pouvez acheter un petit peu de matériel à 100 €, vous pouvez écouter les avions qui sont dans le ciel, vous pouvez prendre tous les messages et tous les lire, puisqu'ils ne sont pas cryptés. Et ça veut dire aussi que si vous êtes quelqu'un qui a une mauvaise intention, vous pouvez faire apparaître des avions virtuels dans le ciel. En fait, il n'y aura pas l'avion, mais vous allez envoyer le signal comme quoi il y a un avion. Et ce qu'on a essayé de faire dans ce projet, c'est de travailler avec des collègues justement qui sont à Besançon dans le laboratoire, qui ont fait un outil qui va générer des attaques sur les traces des avions. Et ce que l'on a fait avec eux, c'est concevoir des algorithmes supervisés ou non supervisés pour détecter justement les anomalies. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant dans la mesure où voilà, hein, le trafic aérien il est assez chargé à certains moments. Si des personnes mal intentionnées vont perturber les aéroports, ça peut être vraiment problématique. Et donc, on avait travaillé sur cela avec des données qui sont publiques, hein. Il y a des sites internet qui recensent tous les vols de tous les avions, tant que c'est du civil, et on a travaillé sur ce type de données. Et ensuite, eh bien, on peut arriver à détecter des anomalies. Alors là, je vais changer complètement de sujet, hein, revenir là dans un milieu médical. Donc là, c'est un exemple qu'on a fait avec le CHU de Dijon, en Bourgogne. Donc, quand malheureusement une personne a un infarctus, elle va aller à l'hôpital, on va rentrer dans un IRM, on va faire des coupes du cœur hein, avec l'appareil d'IRM et on obtient ce genre de photos, enfin, ou d'images. Je ne suis pas bon en imagerie médicale et l'objectif, hein, c'est de dire, ben voilà, là c'est le myocarde, donc c'est le moteur du cœur. Et dans le moteur du cœur, dans le myocarde, quand on a un infarctus, il y a des zones qui vont être abîmées. En fait, les collègues ajoutent un produit dans la personne pour faire en sorte qu'on voit les images d'une autre manière. Et ainsi, ce produit met en évidence les zones qui sont endommagées. Le problème, c'est que quand on a ce type d'image, alors déjà, il faut une certaine expertise et ça prend du temps de faire le contour, hein, donc c'est ce qu'on appelle la segmentation à la main. Et justement, les collègues nous ont donné des données qui ont été labellisées par les médecins et on a travaillé avec eux afin de concevoir une intelligence artificielle qui va faire une segmentation comme celle-ci. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est capable de déterminer des paramètres comme cela hein, qui vont permettre de dire, ben voilà, le myocarde a tel volume, la zone endommagée fait telle surface, et ainsi de suite. Et on a utilisé des données physiologiques sur le patient. Est-ce qu'il est fumeur ou non fumeur? Est-ce qu'il est un poids normal ou au contraire il a un petit peu d'obésité? Tous ces paramètres physiologiques vont avoir un intérêt et vont aider le réseau à faire de meilleures prédictions. Donc là, c'est des données qui sont complètement différentes et qui sont labellisées également. Un autre exemple sur lequel on a travaillé, alors je sais que là, peut-être les images ne sont pas forcément très nettes, mais c'est d'autant plus intéressant. Supposons que je vous ai demandé sur cette image, qu'est-ce que vous voyez? Pas grand-chose. En fait, là, on entraîne un algorithme à enlever le bruit qu'il y a dans des images. Par exemple, si on prend des images radar, il y a beaucoup de bruit, il faut enlever le bruit. Et bien là, c'est un exemple sur lequel on avait travaillé avec des collègues pour arriver à débruiter une image. Donc, on va entraîner un algorithme, on lui donne ces images-là, on lui dit l'objectif, c'est d'obtenir cette image d'origine. Et une fois qu'on l'a entraîné, on lui montre une autre image qu'il n'a jamais vue et il arrive à reconstruire une image qui est comme celle-ci. Donc, en tant qu'humain, moi, je suis pas capable de voir ce qu'on voit ici, et ici, j'arrive un peu mieux à voir. Voilà. Mais bon, bah, en fonction du type de bruit et de la force du bruit, on constate que ce genre d'algorithme est bien plus robuste que les autres algorithmes qui ne sont pas basés sur de l'IA. Et dans certains cas, c'est intéressant de pouvoir reconstruire une image et d'enlever le bruit. Dans le milieu médical, ça a un intérêt, mais ben, voilà, il y a plein de cas possibles. Alors,
Là, c'est des exemples aussi, hein. On travaille avec des données qui sont médicales. Par exemple, ça peut être une montre connectée, mais quand on avait travaillé là-dessus, on n'avait pas travaillé. Là, on a un exemple de montre connectée, mais là, c'était des capteurs qui vont détecter, par exemple, le rythme cardiaque. Euh, voilà. Donc, on a des données qui sont en une seule dimension, hein, puisque le rythme cardiaque est en une seule dimension, et on va détecter des anomalies, par exemple, et on va pouvoir envoyer les données que l'on a, par exemple, sur une montre connectée, on va les compresser et on va voir qu'on perd de l'information, mais derrière, on va être capable de la reconstruire. On est aussi capable de faire de la classification de séries temporelles multivariées. Multivariées, ça veut simplement dire qu'il n'y a pas une seule valeur, mais qu'il y en a plusieurs. Alors, je ne vais pas parler de ça plus en détail, je vais vous montrer un exemple, je trouve qu'il est parlant. Voilà, donc là, c'est un électrocardiogramme, c'est le signal, hein, on voit les battements de cœur. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on va compresser le signal pour réduire la taille afin de pouvoir l'envoyer et gagner de l'énergie, eh bien, parce que la montre connectée, elle a de l'énergie voilà, qui n'est pas infinie, comme tous les objets connectés, quand on va compresser ce signal, on perd beaucoup d'informations. Donc, on obtient quelque chose qui est comme ça. On va sur, par exemple, le serveur qui va récupérer ce genre d'informations, lancer un algorithme d'intelligence artificielle qui va reconstruire le signal qui est en rouge, et on constate quoi? Que le signal par rapport rouge par rapport au signal bleu, finalement, il ressemble beaucoup. Quel est le gain pour l'énergie? C'est qu'on va gagner on va avoir un gain entre 80 et 100 sur la taille du signal initial. Donc là, c'est un exemple sur ce type de signal. On l'a fait sur d'autres types de signaux. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, hein. Là, c'est des montres justement PPG, voilà, qui permettent de calculer le rythme cardiaque. Et on arrive également à compresser ce signal et on arrive à le faire dans d'autres cas. Ce qui est intéressant, c'est de montrer que certes, on arrive à compresser avec perte, mais après, en utilisant de l'intelligence artificielle, on arrive à reconstruire le signal. Euh, donc, je ne dis pas qu'il faut l'utiliser tout le temps, hein, ce genre de technique, mais dans certains cas, c'est intéressant. Alors là, je vais présenter des choses un peu plus liées à l'industrie. Là, c'est un doctorant qui a soutenu sa thèse, qui a travaillé chez Forestia. Là, je vous montre un exemple de portière. L'objectif qu'il avait à ce moment-là, c'était de détecter si il y a différents types de pièces sont au bon endroit. Donc, il y a différentes zones ici sur la portière. Et ce qui se passe, c'est que des fois, il y a soit une pièce qui est manquante, soit une pièce qui doit être à tel endroit, mais n'est pas mise au même endroit. Et il a développé au sein de Forestia une intelligence artificielle qui permet de détecter les pièces mal positionnées, puisque c'est celles-ci qui nous intéressent. Si elles sont bien positionnées, c'est intéressant, mais l'objectif, hein, c'est de détecter celles qui sont mal positionnées. Et après, il a travaillé dans sa thèse hein, sur détecter est-ce qu'une soudure est correcte ou non correcte. Dans l'industrie automobile, Forestia, pour ne pas les citer, sur la partie pot d'échappement, ils font un nombre de soudures très important. Et ce qu'ils ont essayé de voir, est-ce qu'on est capable de déployer une intelligence artificielle qui détecte les bonnes soudures et celles-ci qui seraient des défauts. Alors, la conclusion de son travail, hein, je ne vais pas en parler pendant des heures, c'est que c'est quand même souvent difficile parce que justement, lui, l'exemple qu'il avait, c'est qu'il avait souvent des soudures correctes et peu de soudures avec des défauts en moins grand nombre et puis pas forcément avec tous les défauts possibles. Et le problème, c'est que justement, si on fait de l'apprentissage supervisé, et que vous lui montrez 1 million de photos comme ça, mais 10 photos avec des défauts, et vous savez très bien que vous n'avez pas tous les défauts possibles, eh bien, l'intelligence artificielle ne va pas être capable de détecter des nouveaux défauts qu'elle n'a jamais vus par le passé. Et donc ça, c'est un souci. Alors là, un autre cas d'exemple en industrie, Colruyt, c'est un distributeur de nourriture, il y en a plein dans l'Est, et on a la maison mère, elle est en France, elle est à côté de Dole, et on a un doctorant qui travaille avec eux pour essayer de leur aider et de les aider à faire des prévisions. Ils ont un grand volume de données qui est généré et avant, ils ne faisaient rien de ces données. Donc, qu'est-ce qu'a fait le doctorant? Il est encore en train de travailler dessus. Il développe des modèles statistiques pour, par exemple, visualiser les effets du Covid. Pour détecter les abandonnistes, quelqu'un qui vient régulièrement et après qui ne vient plus, les marketing voilà, hein, ils vont essayer de le relancer en lui faisant une offre de promo. Voilà, je ne vais pas dire que c'est bien ou pas bien, ça c'est un autre problème.
Ce qui est intéressant pour eux aussi, et là je pense que c'est aussi intéressant, c'est de prédire quels seront les produits invendus, surtout ceux qui sont périssables. Pourquoi? Parce que voilà, eux gagnent de l'argent, mais acheter quelque chose et puis faire en sorte que ce ne soit pas vendu derrière et que ce soit acheté, c'est pas forcément bien. Et donc, dans sa thèse, il travaille beaucoup sur des séries temporelles, parce que voilà, dès que vous avez des tickets ou des prix d'achat qui varient au cours du temps, c'est une série temporelle. Alors là, je vais te proposer un autre exemple aussi. C'est un doctorant qui a soutenu sa thèse et qui travaillait chez BMW à Munich. Lui, la question qu'il se posait, c'est est-ce que il est possible de garantir la vie privée pour la voiture autonome? La réponse, malheureusement, elle va être difficile. C'est de moins en moins facile à garantir la vie privée. Quelle est leur problématique? Eux, ils veulent travailler sur la voiture autonome et donc ils vont enregistrer des vidéos partout des voitures qui se déplacent. Le problème, c'est que on voit tout ça. Si on utilise une IA pour entraîner la voiture autonome, c'est bien beau. On va flouter ou on va appliquer différents filtres pour qu'on ne reconnaisse pas les gens. Mais est-ce que ça permet pas, est-ce qu'une IA n'est pas capable de reconstruire l'image? Et bien là, ce qu'il a montré dans sa thèse, c'est que on prend différents types de visages, on va appliquer différents types de filtres qui permettront pas forcément à un humain ici, par exemple, si je vous demandais sur cette image-là, qu'est-ce que vous voyez? Eh bien, un humain ne sera pas capable de voir quelque chose. Par contre, une intelligence artificielle arrive très bien à reconstruire, c'est ce qu'on voit ici, hein, les visages. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand ils vont déployer en usine, par exemple, leurs enregistrements de voitures autonomes, tous les ouvriers ou dans la rue, toutes les personnes qui sont dans la rue, on sera capable de les reconnaître et c'est une problématique. Voilà, on entraîne des intelligences artificielles à conduire, mais quelque part, on pourrait les utiliser aussi pour savoir est-ce que telle personne habite ici. Et voilà, donc il y a un problème de vie privée et c'est ce qu'il a montré dans cette thèse. Alors là, je vais utiliser vos capacités de lecture. Je vous laisse lire ce texte. Je vous laisse le lire allez, quelques secondes. Et vous devez répondre à une question. Quel est le surnom de l'île d'Ouessant? Je parle un petit peu, voilà, le temps passe, le temps passe, le temps passe. Peut-être que vous avez dans votre tête la réponse. Je vous laisse plus le lire pour voir si vous lisez vite. La réponse, c'est évidemment alors, est-ce que, voilà, c'est l'île aux femmes, hein, le surnom de l'île Ouessant, et ça se lisait ici, hein, mais surtout l'île aux femmes. Alors, dans cet exemple, qu'est-ce qui est intéressant? Là, c'est une IA qui a été utilisée, qui a été entraînée, non pas par moi, non pas par, voilà, c'est une IA qui est disponible sur Internet, qui permet de traiter du français, et on lui donne un texte et on lui demande de répondre à des questions. Alors, forcément, il faut que la question soit dans le texte, mais on écrit directement quel est le surnom de l'île Ouessant, il comprend la question et il est capable de vous donner la réponse. Alors, bien sûr que des fois, il fera des erreurs, mais il vous donne un score, il vous dit où est-ce qu'il se trouve dans le texte, et sur un ordinateur, là c'était quelque chose que j'ai dû faire il y a un an ou deux, ça prend très peu de temps, beaucoup moins de temps qu'un humain ne prendrait, et surtout, ça prend 4 lignes de code, parce que, eh bien, voilà, hein, c'est un modèle qui a été entraîné pour répondre à des questions sur des textes français, et ça marche plutôt bien. Moi, si je lis ce texte-là, il me faut plus de 4, enfin, voilà, il me faudra, je sais pas combien de secondes pour le lire, mais ensuite, voilà, être capable de répondre à la question, c'est délicat. Donc ça, c'est pour vous montrer ce qu'on est capable de faire sur ce qu'on appelle le NLP, Natural Language Processing, donc le traitement du langage naturel. Et ça, c'est intéressant aussi dans plein d'exemples parce que tout à l'heure, je vous parlais à votre téléphone, mais il y a beaucoup de situations pour lesquelles il y a du texte et il faut être capable de le traiter. Alors, je vais parler d'un dernier exemple là qui s'intéresse encore plus à l'industrie, mais c'est quelque chose sur lequel il y a encore beaucoup de travail. Les gens dans l'industrie, comme j'en parlais tout à l'heure, je vais pas, tout le monde n'a pas cette problématique-là, mais c'est une problématique qu'on retrouve. Souvent, comme je l'ai dit tout à l'heure, on cherche à détecter des pièces avec des défauts. Voilà, mais malheureusement, on n'a pas assez de pièces avec des défauts. Donc, ce qu'on souhaite faire, c'est développer une solution qui n'utilise que des pièces sans défaut pour l'apprentissage. Donc, on va l'entraîner que sur des pièces sans défaut. Et ensuite, on va la calibrer avec quelques exemples de défauts, mais on ne va pas lui présenter tous les défauts possibles. Et ça, c'est ce qui s'appelle
OneClass, donc un classifieur, hein, un outil qui va permettre de faire la classification avec uniquement une seule classe. Tout à l'heure, je vous parlais d'exemple de chat avec de chien. Eh ben, on a deux classes et il va falloir lui montrer les deux exemples. Mais souvent, quand on va détecter des défauts, eh bien, on n'a que en grand nombre des pièces sans défaut, et quand on a des défauts, on ne les a pas forcément tous. Alors, donc il y a des solutions sur lesquelles on est en train de travailler pour l'instant, qui marchent de mieux en mieux, hein, elles ne sont pas non plus à 100% il y a quand même quelques soucis des fois, mais il y a beaucoup de progrès. Et pour vous montrer des exemples sur lesquels on arrive à le faire fonctionner, hein, là, par exemple, c'est un dessus de bouteille qui n'a pas de défaut. Ici, on voit qu'il y a un petit défaut et il arrive à le détecter. Là, je ne sais plus ce que c'est, mais on voit que le défaut, c'est ici. Quand on va l'entraîner ici sur un médicament, eh bien, on voit ici qu'il y a un petit défaut. Voilà. Sur du tissu, pareil, il va voir qu'ici, il y a un petit défaut. Sur une noisette, on veut calibrer des noisettes, voilà, ben, ici, il y a un défaut. Sur une pièce métallique, ici, il y a également un défaut. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose sur lequel il y aura encore du progrès. Hein, ça ne marche pas directement dans tous les cas, mais c'est intéressant de creuser pour arriver à résoudre ce problème parce que c'est un problème qu'on rencontre souvent. On a des pièces qui n'ont pas de défaut en grand nombre, mais celles avec un défaut, elles sont plus rares. Et collecter les pièces avec un défaut, ça prend beaucoup de temps. Donc, c'est un problème qui est très important. Et alors finalement, je vais finir sur la partie, là, les étapes essentielles d'un projet en IA, bien identifier le type de problème, est-ce que c'est la classification, la régression, ainsi de suite. Donc il faut bien comprendre comment ça fonctionne, enfin, ce qu'on cherche à faire. Et souvent, moi, ce que je recommande, c'est de déterminer quels sont les problèmes qui sont les plus similaires à ceux que l'on cherche à résoudre. Parce que autant partir de quelque chose qui a fait ses preuves sur quelque chose de similaire pour l'utiliser en pratique. Ensuite, il va falloir avoir des données. Donc, est-ce qu'on dispose déjà des données? Si on ne dispose pas des données, comment faire pour les obtenir? Cette étape, souvent, elle est chronophage. Est-ce qu'elles sont en nombre suffisant, correctement labellisées, de bonne qualité? Voilà, c'est une problématique que l'on rencontre très, très, très souvent. Donc, c'est très important de bien gérer les données pour un problème en IA. Ensuite, les architectures des réseaux de neurones, je ne suis pas rentré dans ce genre de détails, mais il en existe un nombre gigantesque. Donc, souvent, il va falloir repartir de quelque chose qui a fait ses preuves et l'adapter à notre problème. Voilà, c'est quelque chose qui est important parce que repartir depuis zéro, c'est pas intéressant. Il va vous falloir de la puissance de calcul. Donc, il y a voilà, il y a plein de plateformes qui existent, qui sont assez simples, mais bon, il faut quand même arriver à les utiliser. Souvent, c'est avec le langage Python, s'il faut programmer. Alors, il existe de plus en plus d'applications sur lesquelles il n'y a plus besoin de programmer. Tout le monde pense que voilà, ça résout tous les problèmes. Malheureusement, il ne faut pas rêver encore, il y a encore du travail. Et voilà, il y a plein de personnes qui disaient, par exemple, la voiture est autonome en 2015, elle sera là en 2019. On se rend compte qu'on est en 2022 et elle n'est pas encore tout à fait là. Il y a plein de problématiques. Et souvent, donc, les plateformes sur le web sont payantes. Quelque chose qui est important, c'est de la patience, hein, l'apprentissage des fois est long. Et c'est pas parce qu'on a un premier résultat qu'il est bon. Donc souvent, il va falloir changer des paramètres et adapter ce que l'on cherche à faire. Alors, qu'est-ce que j'ai omis? Il y a plein de choses. Et ce matin, je m'étais dit, je vais quand même changer ce transparent. Et bien sûr, j'ai oublié. Donc, je n'ai pas parlé du tout de détails mathématiques, mais il y en a beaucoup derrière l'intelligence artificielle. Je n'ai pas parlé des algorithmes d'optimisation. Voilà, c'est une étape qui est essentielle. Les détails des algorithmes, je n'en ai pas parlé non plus. Je n'ai pas parlé des architectures des différents types de réseaux. Un réseau qui va traiter de la voix ou une image ou une vidéo, souvent, ils sont quand même très différents. Qu'est-ce qui est important? C'est qu'il existe des environnements qui permettent de programmer ces réseaux de neurones. Et ces réseaux de neurones, voilà, hein, on va pouvoir reprendre le travail des autres. Souvent, ils vont être dans un langage, le langage Python, c'est un langage qui est souvent utilisé pour faire ça. Alors, je vais rajouter des choses que j'avais oublié de parler, que j'ai oublié de remettre. Hein. C'est tous les aspects éthiques, ils sont très, très, très importants. Alors, si on manipule des données sur la météo, il n'y a pas de problème éthique. Si on manipule des données sur les personnes, les problèmes éthiques, ils sont très importants et je pense qu'il faut, on ne peut pas les oublier.
tout le monde parle que l'IA fait voilà, des choses pas bien. Oui, on peut l'entraîner à faire des choses pas bien, c'est évident. Et quand on utilise des informations qui sont sur Internet, est-ce qu'il y a du biais dans les informations qu'on voit sur Internet, par exemple sur les textes? Ben oui, il y a du biais. Voilà, donc le biais dans les données, dès lors qu'on manipule des données qui concernent l'humain, elles sont souvent très, très, très importantes et il faut tenir compte des aspects éthiques, des biais aussi qu'il y a dans les données. Donc ça, c'est les deux éléments clés sur lesquels je voulais insister parce que j'ai oublié de les mentionner. Et en conclusion, donc, les outils de deep learning sont en constante évolution. Ils sont utilisables dans de nombreux domaines. Je vous ai montré cela. Et puis, je voulais parler de l'importance des données. Je vais rajouter un tout petit truc voilà, qui est important, hein, c'est que on parle d'intelligence artificielle, mais j'ai parlé de ça tout à l'heure. En fait, c'est pas vraiment intelligent et pour l'instant, on est dans de l'intelligence artificielle qui est vraiment entraînée pour faire une chose. Si vous entraînez votre intelligence artificielle à jouer au Go, un jeu, eh ben, elle ne va pas être capable de répondre à un texte. Si vous entraînez votre intelligence artificielle sur les domaines médicaux et détecter un infarctus, elle ne va pas être capable de détecter un défaut sur une pièce. Alors, il y a beaucoup de travaux maintenant qui essayent de faire évoluer ça pour faire des intelligences artificielles plus généralistes qui sont capables de répondre à plusieurs problèmes. Pour l'industrie, je ne suis pas sûr que ce soit intéressant à l'instant T, mais il y a des travaux en cours là-dessus et je pense que c'est important. Et j'en ai terminé. Super, merci Raphaël. Alors, hop, j'ai vu qu'il y avait des questions dans le chat. Alors, hop. Donc, 3 questions posées par Gilles. Donc, première question. Vous avez introduit l'IA avec l'angle du big data. Aujourd'hui, les études montrent que les enjeux industriels s'orientent clairement vers le low data. Ou comment faire la même chose avec peu de données. Travaillez-vous sur ce type de problématique? Alors, le mot, je n'avais pas bien compris, low data ou cloud data? Low. Là, ok. Oui, bien sûr qu'on travaille de plus en plus là-dessus. Alors, qu'est-ce que je peux répondre là-dessus? Euh, Dans l'industrie, effectivement, mais dans le milieu médical, enfin, souvent on a peu de pièces. Donc, oui, il y a des solutions là-dessus. Là, l'exemple que je vous donnais tout à l'heure avec le OneClass, en fait, souvent on va l'entraîner avec peu de pièces. Alors, quelles sont les solutions? On peut faire ce qu'on appelle de l'augmentation de données. C'est, par exemple, vous prenez une image, vous la déplacez un petit peu, hop, ça vous fait une nouvelle image, et ça marche. C'est une solution. Il y a plein d'algorithmes maintenant qui sont mis en place pour utiliser moins de données. Une autre solution, c'est de prendre un modèle qui a été pré-entraîné, par exemple, pour répondre à plein de problématiques. Et après, vous allez uniquement entraîner les couches qui sont en bas pour répondre à votre problématique. Par exemple, quand on fait de la classification d'images, eh bien, il y a des modèles qui sont entraînés pour classifier un nombre de classes très grand. Par exemple, ce sera 20 000, et vous pouvez le prendre, entraîner les couches du bas et l'adapter à votre problème, qui est reconnaître si une pièce est bonne ou pas bonne. Mais il vous faudra quand même un petit nombre de pièces comme cela. Donc, il y a des solutions qui, de plus en plus, permettent de travailler avec un moins grand volume de données. Et c'est vrai que, par exemple, pour du texte, le volume de données, si on prend le texte qui sont sur Internet, il est gigantesque. Pour des pièces sur l'automobile, par exemple, effectivement, souvent, on n'a pas un assez grand volume de données et c'est une problématique sur laquelle il y a beaucoup de personnes qui travaillent. Alors après, hein, toujours la question qu'on voit, c'est, moi, si j'ai 3 exemples, peut-être que 3 exemples, ça ira pas. Mais il y a un certain temps, il fallait avoir des milliers et des milliers. Maintenant, une centaine d'images, par exemple, si on travaille sur des images, ça peut suffire. Après, répondre à dire, voilà, il faudra tel volume de données pour arriver à traiter ce problème-là, par avance, c'est difficile. Alors, deuxième question. Vous avez également évoqué le calcul par GPU et des fermes de calcul. Avez-vous engagé une démarche d'éco-conception pour trouver des stratégies de calcul qui consomment moins d'énergie que d'autres? Alors, oui et non. Si on veut consommer moins, ben, ça revient aussi un petit peu sur la question que je disais tout à l'heure, hein, quand un modèle a été entraîné, par exemple pour le texte, souvent si on veut l'adapter à quelque chose, on prend un modèle qui a déjà été entraîné, on ne va pas le réentraîner depuis le début.
Donc, quand on fait ça, on peut reprendre, et ça rejoint un petit peu la question tout à l'heure, un modèle qui est déjà entraîné et on va l'adapter à notre problématique. Ça, c'est une réponse. L'entraîner, souvent on prend des GPU, pourquoi? Parce que si on prend des machines classiques, ça consomme encore plus d'énergie. Donc, certes, les GPU consomment, mais ils consomment moins quand même que les machines classiques. Alors, je vous ai pas montré quelque chose hein, sur certains types de problèmes. Voilà, moi je vais vous montrer, je vais utiliser ça. Hein. Alors, ma caméra, elle est là, voilà. Cela, c'est un petit, c'est un ESP32, un petit microcontrôleur qui coûte 1 euro chez nos amis chinois. Il doit coûter 5 euros si on l'achète en France, mais de toute façon, il faut quand même fabriquer en Chine. On est capable de, sur certains problèmes, de lancer une intelligence artificielle là-dessus. On ne va pas forcément l'entraîner là-dessus, mais si vous traitez des séries temporelles, il n'y a pas de problématique, il n'y a pas de problème. Les données sont petites et il n'y a pas besoin de beaucoup d'énergie pour entraîner un réseau. Après, est-ce que nous, on a beaucoup d'expérience sur enfin, voilà, tout ce qui est la partie consommer moins d'énergie? On le fait, mais c'est pas vraiment. Enfin, c'est une problématique qui est vraiment intéressante. Et maintenant, hein, les gens, pour répondre à un problème, vont utiliser différentes métriques. Donc la précision que l'on obtient, mais éventuellement le nombre d'heures qu'il va falloir pour entraîner un algorithme. Et dans certains cas, hein, si on est capable de l'utiliser sans GPU pour l'entraînement, c'est aussi une métrique intéressante. Donc, ce que je veux dire, c'est que certaines personnes ne se soucient pas. Ce qu'ils veulent faire dans un premier temps, c'est montrer qu'on obtient les meilleurs résultats sans tenir compte de l'énergie. Mais il y a aussi pas mal de personnes qui tiennent compte de l'énergie de plus en plus pour essayer d'avoir des algorithmes qui sont pas trop gourmands. Après, certains aussi raisonnent différemment et disent, ben voilà, les GAFA, hein, je vais revenir là-dessus, eux, ils ont des gros data centers et ils essayent de faire en sorte qu'ils ne consomment pas d'énergie. Enfin, ils arrivent avec des panneaux solaires et ainsi de suite à faire en sorte que ça consomme le moins possible. Mais bon, entre ce qu'ils disent et la réalité, moi, je suis pas capable de juger. Je pense qu'il y a quand même un petit peu de buzz autour de ça. Troisième question. A-t-on localement à l'université des serveurs de calcul accessibles qui nous permettent de préserver notre souveraineté par rapport à des solutions alléchantes comme Amazon ou Google? Bien sûr. Et alors, donc, je ne sais pas qui a posé la question, mais si c'est un collègue de Oui, l'université, c'est qui? c'est Gilles. Ok. Je ne sais pas si Gilles est encore connecté. Vous pouvez peut-être. Donc, oui, on a un Oui, tout à mésocentre. fait, je suis là, oui. Voilà. Eh ben donc, oui, on a un mésocentre à l'Université de Franche-Comté que on peut utiliser, que nous, on utilise hein, justement pour entraîner nos modèles. Et ce mésocentre fait que ben, on utilise pour tous les chercheurs dans l'université. Il est même ouvert à certaines entreprises s'ils en font la demande. Le seul truc, là je vais parler à casquette, parce que je connais bien les collègues du mésocentre, le seul truc c'est que si les données sont hautement confidentielles et qu'il fallait garantir que personne ne pourrait les lire, bon, voilà, il y a un moment donné où ça peut être problématique. Garantir une énorme confidentialité, c'est difficile. Après, est-ce que les plateformes nationales seront meilleures? Je ne suis pas sûr. Et la réponse, je vais la terminer dans la mesure où, au niveau national, il y a une plateforme qui s'appelle, qui est gérée par le CNRS aussi, qui permet à tous les chercheurs qui ont vraiment un gros volume de données, au lieu d'utiliser des mésocentres dans les universités, d'utiliser des machines qui sont plus grosses au niveau national. Donc, il y a une machine qui est vraiment très grosse au niveau national et qui permet quand le problème est trop gros ou qu'il y a besoin de trop de temps ou qu'on veut faire plein de tests, d'exécuter sur des machines qui sont encore mieux et c'est géré par le CNRS et des sous du ministère. C'est pas quelque chose de privé, c'est quelque chose de public. Et des entreprises peuvent aussi l'utiliser. Alors, on peut faire une demande. Hein. Moi, je l'ai jamais fait en tant que, enfin, je le fais en tant que enseignant-chercheur, mais les entreprises sont encouragées aussi. Il faut faire une demande, mais c'est possible. Très bien. Merci beaucoup. Gilles, vous vouliez ajouter quelque chose ou...
Je rajoutais une petite note, effectivement, sur la sémantique, comme à un moment vous aviez évoqué. Alors, je rajoute peut-être la vidéo parce que c'est pas toujours agréable. Vous aviez évoqué effectivement à un moment que l'intelligence artificielle n'est pas forcément intelligente, et c'est vrai, hein, il ne faut pas oublier que le terme intelligence artificielle vient de l'anglais, et qu'en anglais, intelligence, ça veut dire renseignement. Et c'est pas forcément intelligence. Donc oui, l'IA n'est pas forcément intelligence, par contre, elle peut aussi nous servir à apporter du renseignement. C'est la base de tout ce qui est logiciel d'aide à la décision, hein, typiquement, et renforcement d'informations. Donc, c'était juste une petite note, parce qu'on a souvent la question quand on donne des formations, bah oui, mais l'IA, c'est pas intelligent. Effectivement, c'est pas Voilà. forcément Moi, je intelligent. préfère le terme qui est machine learning, apprentissage machine. Voilà. Voilà, tout à fait. Mais bon, après, en français, les gens utilisent quand même ce terme-là. Donc, bon, voilà. Et je Mais pense souvent, c'est pour ça que j'insiste sur ça. Merci en tout cas pour votre partage de connaissances. Il y a une autre question. Oui. Raphaël, vous avez parlé du langage Python. Est-ce que des applications sont également possibles avec d'autres langages de programmation comme R? Si Oui, oui, est-ce que cela limite les possibilités par rapport à Python? non, non, mais alors R, c'est très proche de Python, hein, et c'est d'autant mieux que je m'appelle Raphaël, donc avec un R en début. Non, je l'ai déjà utilisé. En fait, il y a plein de personnes aussi qui vont, pour des raisons de simplicité, entraîner un réseau de neurones avec un langage, et après, on va pouvoir, une fois que le modèle est entraîné, l'utiliser dans un autre langage. Donc ça, il n'y a aucune problématique pour faire ça. Voilà. Donc, R est beaucoup utilisé, alors un peu plus avec les statisticiens que les informaticiens, si on fait la distinction. Mais non, il y a plein de solutions. C'est à peine plus facile avec Python parce que tous les outils sont maintenant orientés vers ça. Mais en R, ça fonctionne très bien aussi.